Le sport passion. Dans nos présentations standardisées un peu à Décathlon, on se présente et systématiquement on dit « Mon sport passion, c'est ». Mais dans nos collègues décathloniens, il y a plein de personnes qui sont zappeurs, qui sont multisports, qui sont des touches-à-tout. Et Florent qui est à côté de moi, lui, il a un vrai sport passion. Le sport qui le fait vivre et qui le fait vibrer. Quelque chose qui est son moteur de vie, ce qui l'amène à prendre ses décisions, ce qui l'amène à faire ses choix et ce qui l'amène à vivre son rêve. Dans notre vision humaine, c'est écrit, et nous avons décidé d'écrire dans notre vision humaine, de pouvoir vivre nos rêves. Et on a convié Florent aujourd'hui parce qu'il incarne ça. Il incarne le fait qu'il vit sa passion, qui est un sport très spécifique à Décathlon. Je pense que là, vous avez tous deviné. Le hockey sur glace, mais j'ai vu que tu faisais aussi du hockey sur gazon. Roller hockey, pardon. Donc le hockey sur glace, je fais. Mais c'est surtout que le hockey sur glace, c'est quelque chose qui vit avant tout pour lui, parce qu'il vit sa passion pour lui. Mais de sa passion, il la met au service de notre entreprise, donc de nous, ses collègues, et de nos utilisateurs sportifs, et aussi à l'extérieur à d'autres personnes. Et donc, dans l'incarnation de dire, voilà, j'ose, je rêve, j'y crois, et je lâche rien, on trouvait que Florent incarnait ça, et je pense qu'il saura beaucoup mieux en parler que moi. Donc, je te laisse la main. Merci. Bonjour à tous. Bonjour aussi à nos streamers. Bon, déjà, c'est impressionnant d'avoir un auditoire comme ça, parce que nous, on est une petite équipe, et d'habitude, quand je prends la parole, on est 5 ou 6. Voire après une petite quinzaine quand ça se passe dans un vestiaire. Alors, là, je mets un peu la pression, parce que j'ai l'impression d'être un peu un ovni, etc. Souvent, je commence par dire que l'histoire que je raconte, la mienne, etc., potentiellement, on est 70 000 à pouvoir raconter la même. Alors oui, j'ai un sport passion, qui est le hockey. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Florent Martin. J'ai 45 ans. Ça va faire 19 ans que je suis chez Décathlon. J'ai l'impression que c'était hier. Je suis tombé dans le hockey tout petit, un peu par hasard. Je suis tombé amoureux de ce sport, vraiment tombé amoureux. C'est devenu une espèce de fil conducteur dans tout ce que je faisais, dans les choix, que ce soit mes choix scolaires, universitaires, professionnels. Et puis, il y a eu une deuxième rencontre, ça a été celle où je suis rentré chez Décathlon, il y a 19 ans. Donc, forcément, passionné de sport, on rentre chez Décathlon, on se dit, quelle boîte. Et alors là, le premier choc, c'est que il n'y a pas de hockey chez Décathlon. Et il n'y en avait pas. À l'époque, on prend la décision, enfin Décathlon, Décathlon c'est nous, on prend la décision d'aller aux États-Unis. Le hockey sur glace, c'est un sport assez important là-bas. Donc du coup, il y a eu un frémissement, on ferme les États-Unis, donc du coup, c'est plus devenu une priorité. Et puis, il y a quelques années, en 2009, moi j'ai fait un parcours magasin classique, je suis rentré vendeur, responsable de réunion, responsable d'exploitation, directeur de magasin. Et puis en 2009, il y a Olivier Vitrac, qui est patron d'Oxello à l'époque, qui vient me voir en magasin et qui me dit on a la Russie qui nous met un peu la pression là, sur notre offre, patinage sur glace, hockey sur glace. On n'a pas grand-chose. Est-ce que tu voudrais venir nous filer un coup de main Banco. Et donc, je me retrouve à Lille comme merchandiser. Il n'y avait pas de merchandiser à l'époque chez Oxello. Directeur commercial pour les pays froids, donc tous les pays de l'Est, la Russie, etc. Et en même temps, j'accompagnais la chef de produit de l'époque, qui était Linda chez Likens, sur la construction de l'offre glace. Donc forcément, j'ai passé beaucoup de temps en Russie, en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, accompagné un peu la Suède à l'époque sur l'ouverture du premier et du deuxième magasin. Et puis, moi j'ai essayé de pousser pour qu'on puisse lancer le hockey sur glace. C'était pas forcément la priorité, on me disait le patin à glace, le patin loisir, mass market, etc. Donc du coup, j'ai essayé de prendre un angle d'attaque pour expliquer ce qu'était le hockey sur glace. Donc si j'illustre le hockey sur glace, j'adore cette photo.
Parce que cette photo, elle pourrait avoir été prise à Moscou, à Montréal, à Pékin. Elle a été prise au Parc du Héron, donc juste derrière. Et c'est que des collaborateurs Decathlon, donc en fait, il y a eu un hiver assez froid, c'était en 2011. Moi, je passais à côté quand j'allais au boulot à vélo, et je surveillais un petit peu la glace arriver. Il y a un matin, j'ai vu que c'était tout gelé. J'ai mis un message à tout le monde et j'ai dit « Ok, venez, on va se faire un hockey à midi ». Et donc, on a rassemblé plein de gens de l'entreprise qui jouaient au hockey ou qui ne jouaient pas encore au hockey. On a passé un super moment. Et ça a vraiment été un déclic, parce que chez Oxelo, il y a des gens de chez Keleji qui passaient en courant et qui envoyaient des messages à lui en disant « Ah, on a vu des gens jouer au hockey sur le lac Léron, clac. » Et du coup, il s'est dit « Mais finalement, le hockey, c'est pas que l'image du sportif harnaché, la performance, etc. C'est avant tout le plaisir de partager un moment. On joue au hockey. » Voilà, moi, j'aime souvent à dire, c'est que ce que j'aime avant tout dans mon sport et dans le sport en général, c'est qu'on joue très souvent. Et ça, c'est devenu la genèse du projet. Et donc là, je me suis dit, il y a peut-être un coup à jouer, et pourquoi Decathlon ne prendrait pas le parti pris de développer quelque chose sur le hockey? Parce que quand on interroge les gens en leur disant pourquoi vous ne jouez pas au hockey, première chose, c'est trop cher. Deuxième chose, c'est compliqué. C'est vrai. Troisième chose, ça fait peur. La blessure, etc. Et là, quand on prend la promesse de Decathlon à travers l'ensemble des marques passion, de ce qu'est l'enseigne Decathlon, etc., l'accessibilité à travers le prix, l'accessibilité à travers la simplicité. On aime souvent à dire que nos innovations, elles sont plutôt simples, presque bêtes, mais elles sont pleines de valeur parce qu'elles rendent des choses vraiment simples. Et ensuite, on a une valeur de sécurité qui est trop forte. C'est génial, ces trois axes, grosso modo, je les applique au sport, on vient casser tous les freins à la pratique. Et donc, du coup, au début, je me suis dit, allez, go, j'ai créé un truc, j'ai commencé à écrire un petit A4, j'ai commencé à me faire challenger à droite à gauche, puis je me suis dit, de toute manière, le truc, c'est que si j'y vais tout seul, ça va être compliqué. Et donc, avec l'aide des RH, on a fait une extraction de l'ensemble des gens chez Decathlon qui avaient déclaré jouer au hockey sur glace. Et là, je leur ai envoyé un mail avec le petit A4 que j'avais écrit, en disant, voilà, moi j'ai un rêve, parce que clairement c'est un rêve, mais une volonté aussi, c'est que le hockey sur glace soit traité chez Decathlon. Est-ce que vous voulez en être? Si oui, comment? Qu'est-ce que vous avez à mettre au service de ce projet? Le temps, la ressource, la compétence, l'énergie. Et puis aussi, en même temps, je leur ai demandé en leur disant, on va en profiter, parce que là, il y a des gens un peu partout dans la web. Il y avait des Russes, forcément, des Tchèques, des Français, des Suédois. Et je leur dis, localement, comment vous vivez le monde? Quelle vision vous avez sur le monde? Il y a quand même quelques trucs, c'est qu'on sent, on sentait déjà à l'époque, là on le sent vraiment, qu'il y a un vrai changement de paradigme qui est en train de se passer. Par contre, le truc, ma conviction, c'est qu'il y a un changement de paradigme, mais est-ce qu'il est juste de mon point de vue, ou est-ce que tout le monde le vit de la même manière? Et donc, du coup, là, j'ai eu plein de retours. Et donc, j'ai essayé de compiler ça a généré des échanges, des coups de téléphone, des visios, des réunions informelles, certaines fois, des moments dans des patinoires, dans des vestiaires, etc. Et il y a une synthèse qui est revenue, c'est que oui, il y a un vrai changement de paradigme, là on le voit, la boîte elle se transforme par rapport à ça, mais c'est important de le mettre, c'est qu'il y a 5 ruptures majeures qui arrivent. Et ça, c'est vraiment ce qui est remonté. Donc avant de parler du hockey, on a parlé un petit peu de ce qui se passait autour de nous. Le constat, rupture écologique, on va faire un débat, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Mais quel impact ça va avoir? L'impact que ça va avoir, c'est qu'à un moment, ça va modifier nos modes de consommation. Première modification,
bah, c'est qu'on va passer d'un mode de l'abondance à la frugalité. On ne va pas s'arrêter de consommer, les gens ont toujours envie de consommer, etc. Par contre, à un moment, c'est consommer moins, mieux. Donc, on va plutôt recentrer les choses sur la valeur. Là, la rupture numérique, ça c'est bien parce que la semaine dernière, il y a eu le lancement Tout seul e-commerçant, etc. Là, il y a une véritable prise de conscience. Et ça, c'est bien parce qu'on commence à voir la partie immergée de l'iceberg, mais c'est une véritable révolution. Un des impacts qui remontait chez tout le monde, c'est que cette numérisation, l'échange de l'information, les progrès, la robotisation, etc., fait qu'on avait un rapport au travail qui était en train de se modifier. Pareil, hein, quelle que soit la culture, l'endroit où vous vous trouvez, c'est vraiment un truc qui remonte, c'est qu'à un moment, le travail est dur pour travailler dur, quelque chose qui est assez ancré dans nos sociétés judéo-chrétiennes, hein, il faut souffrir, etc. Ça, c'est terminé. En tout cas, c'est en train de se transformer. Et qu'à un moment, on aspire plutôt à pouvoir générer de l'intelligence, c'est-à-dire où est-ce que j'ai de la valeur ajoutée humaine, plus que juste mettre de l'énergie bêtement. Donc ça va changer notre relation au travail, on va passer à travailler dur à travailler intelligemment. Une rupture organisationnelle, forcément, dans un monde qui bouge très très vite, on l'a vu, c'est que les premières transformations qu'on a vécues chez Decathlon, on passe d'un mode pyramidal à un mode en réseau. Ça, c'est de toute manière, dans un environnement très stable, etc., la structure pyramidale, ça fonctionne super bien. Par contre, dans un monde où la vérité du matin n'est plus la même le soir, où vous en savez plus le soir que le matin, vous avez accès à de plus en plus d'informations, de plus en plus de ressources, une structure en réseau est beaucoup plus efficace. Ça va forcément avoir un impact sur la façon dont on pense les business models. Donc, le côté low cost pour low cost est global. Alors, ce n'est pas un modèle qui va s'opposer à l'autre, mais en tout cas, on va plutôt maintenant vers une économie de la valeur. Et surtout, on en reparle après, c'est qu'on va plutôt passer de la notion de business model à ce que nous, on appelle le human model. Et la dernière rupture, ça pareil, parce que c'était quelque chose qu'on pouvait ressentir nous, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que quelle que soit la culture, etc., l'endroit où on se trouve, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans les générations qui arrivent. Même, c'est qu'on va passer de réussir dans la vie, donc plutôt à travers l'extériorité, à travers le métier, la belle voiture, la belle maison, etc., à plutôt réussir ma vie, quelque chose de plus intérieur. Alors, certains diront un peu plus égocentré, mais en fait, c'est cette capacité à être ce que j'ai le sentiment que je suis, c'est-à-dire développer ma singularité, mes propres talents, etc., c'est au service de mieux vivre avec les autres. Ça, pour nous, c'était une vraie révélation. Donc, le premier truc, c'est comme on monte un projet, on se dit, on fait comme on fait d'habitude, on va monter un business plan, machin, etc. Le business model, on va le structurer. Et là, on s'est dit, finalement, si on fait ça, on reconstruit juste la manière dont on faisait hier. Et moi, tout ce que j'ai appris de mon sport, c'est qu'à un moment, la seule vérité, c'est la vérité de l'instant. Vous passez votre vie à vous entraîner, à apprendre des systèmes de jeu, etc. Et en fait, votre quotidien, la réalité du terrain, c'est qu'à un moment, ça vous permet juste d'être prêt, mais le plan, il ne va jamais se passer comme c'était prévu. Le système, le problème, c'est qu'en face, vous avez un adversaire qui lit votre système et s'adapte. Donc, si vous ne donnez pas l'opportunité à vos joueurs de pouvoir eux-mêmes prendre des décisions au plus proche de l'action, finalement, votre équipe, elle est lisible, votre jeu, il n'est pas efficace. Donc, on s'est dit, notre business plan, le business model, on va plutôt le repenser différemment. L'idée, ce n'est pas de toucher à la nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, quand vous montez un business model, vous avez d'abord la finance qui fait le cœur du truc, vous écrivez le business plan, vous mettez la structure humaine, vous venez poser en disant, voilà, du coup, la structure humaine que je monte, et derrière, dans l'écosystème, l'environnement, etc. Voilà. Ça,
c'était le monde d'hier, donc ça veut dire je prends des ressources qui existent, je les transforme, je génère du déchet, etc. Et surtout, c'est que si jamais je dois spéculer, je spécule sur le cœur du truc. Et surtout, c'est que du coup, les hommes, enfin, ils s'adaptent juste à l'économie. Au final, si on compare ça à un être vivant, ça, c'est l'air qu'on respire. C'est vital, on en a besoin. Par contre, il n'y en a pas beaucoup, là, je ne pense pas au même aucun, qui aujourd'hui vit pour respirer. Donc, si on monte un business plan comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, notre business plan, il sert juste à dire, si je vis pour respirer. Non. Donc, on s'est dit, on va plutôt remettre l'homme, et quand je dis l'homme, ça veut dire avec son environnement au cœur du système, et donc on met l'écosystème au cœur du truc. Quand on remet l'écosystème au cœur du projet, ce qui se passe, c'est que, on accepte l'environnement tel qu'il est. Donc à un moment, vous avez un chêne, une fougère et un champignon, c'est souvent ce que je prends pour imager. Dans le monde d'hier, il aurait fallu que le champignon soit aussi gros que le chêne, la fougère aussi gros que le chêne, sinon vous n'avez aucune raison d'exister. Dans la réalité d'un écosystème, c'est que le champignon doit être le champignon, la fougère doit être la fougère, et le chêne doit être le chêne. Et tels qu'ils sont, avec leur singularité, etc. Et donc, si on se met dans ce mode de fonctionnement, notre écosystème, on permet aux gens de se structurer autour de cet écosystème, donc à un moment, ils s'adaptent à ça, ils respectent l'environnement, puisque si je ne respecte pas le champignon, au final, je suis le chêne et je me mets en danger. Derrière, vous écrivez ensuite vos business models, et quand on fait ça, Airbnb qui réinvente le business model de l'hôtellerie, d'accord? Et à un moment, il y a quand même une finalité financière, etc. Mais ça vient de l'extérieur, c'est bien l'air qu'on respire, et à un moment, la finalité, c'est pas ça. Et après, essayez d'éviter de spéculer là-dessus, parce que si vous spéculez, au final, vous allez juste donner de la place au plus gros, et vous allez finalement vous mettre en péril. Donc le projet, on a essayé de le penser comme ça. Ce qui est pas mal, c'est que quand on reprend, puis après, on crée un projet chez Decathlon, quand on reprend le business model de Michel, il l'appelle business model, mais l'approche qu'il a, c'est plutôt de se concentrer, sur les collaborateurs, parce que de toute manière, la première richesse d'une entreprise, c'est ses hommes, l'utilisateur, et ensuite l'ensemble des pétales, grosso modo, adapté en fonction de l'environnement. Donc pour nous, c'était primordial, c'était de dire, la lecture qu'on va prendre de ce modèle, on va bien la prendre dans notre environnement, et on va se focuser sur l'équipe, les gens qui rejoignent le projet, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, et puis ensuite, après, les utilisateurs, et puis demain, avec les utilisateurs, pour les utilisateurs. Voilà. À partir de ça, on a un petit film qui illustre très bien ce qu'on a envie de dire. Tour. We got together 3 hockey companies. We had Oxelo. Je m'appelle Florent, je suis chef de produit chez Oxelo. Je m'occupe de la glace et du hockey. We had How to Hockey. My name is Jeremy Repke. I run a hockey website. It's howtohockey.com. And then we had us, Hockey Community, who focus on using technology to connect you with as many hockey players as possible. So on this trip, we did a lot of hockey, of course. We played hockey, but also got to share a lot of moments with, adults who love hockey and also kids. On a partagé le hockey avec des gamins qui nous ont dit venez jouer avec nous, on a joué avec eux, les mamans nous ont payé le goûter après, voilà, on a discuté de ce qu'on faisait, de ce qu'on était. All 3 companies have a shared passion for hockey, and we know what it means. We've experienced it here in Ivmir, to play a great hockey game, to meet local culture. C'est des moments qui sont d'une richesse incroyable pour nous parce que ça va nous permettre de venir apporter toute la valeur dans le développement de nos produits futurs.
Quand on discute avec des Canadiens, ils sont tous passionnés de hockey. Par contre, ils ne sont pas tous pratiquants parce que l'équipement coûte cher, l'accès aux patinoires coûte cher également. Anyone, anywhere can learn how to play hockey. It's just about how much you want it. So if you have that passion to learn, go out there, practice, play, and you'll find other people who love the game just as much as you. And if you don't, move to Canada. We would like more people to organize more hockey, to travel more, to discover new culture through hockey. But that's really what we're trying to do by providing great technology to you guys. But we need your help. We really need you to tell us what you need to organize your own tournament, and we really believe we can be great help if we work together. C'est un petit film qui résume bien le sens dans lequel on met ce projet. Pour moi, il est assez intéressant parce que on a intégré des boîtes qui ne sont pas Decathlon. Par contre, parce qu'elles partagent le même sens, forcément on s'est rapproché, on doit s'entendre sur le projet, etc. Donc, aujourd'hui, c'est complètement intégré chez Decathlon. Mais Auto-Hockey, c'est le plus gros youtubeur sur le hockey en Amérique du Nord. Ce gars-là, il y a très peu de marques qui arrivent à lui faire un pour elle. Quand elles le font, il y a un chèque. Là, nous, il l'a fait gratuitement. Il adore ce qu'on fait, il trouve que ça a vraiment du sens. Et lui, il rend juste disponible sur Internet des tutos sur comment développer ses compétences. Et donc, dans ce projet-là, derrière, c'est un vrai projet collectif. Donc après, la responsabilité de chacun, elle est bien liée à ses compétences. Donc si on ramène ça à une pratique sportive, c'est que quand vous êtes attaquant, votre job, c'est de la mettre au fond. Par contre, si jamais l'équipe doit jouer en phase défensive ou avec un joueur en moins, il va peut-être falloir que vous jouiez un peu plus défensif, etc. Donc à un moment, c'est pas quelqu'un qui va vous dire de le faire, il va falloir vous adapter à l'environnement. Donc ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est d'avoir un projet très fort. On sait exactement où on veut aller, et puis on le partage le plus possible, et on se fait forcément challenger. Donc par exemple, ce projet-là, parce qu'il peut paraître un peu libéré, etc., avec une approche pas managériale différente, mais en tout cas, on pourrait se dire jusqu'où va la liberté. Ce qu'on a décidé, c'est qu'on a d'abord un advice process qui nous suit régulièrement, 4 fois par an, et en plus, on a pris la décision de se faire auditer, c'est un grand mot, mais d'avoir une photo, plus qu'un collaborateur gagnant, comme on disait, avec un vrai regard externe, donc en fonction de comment les gens impliqués dans le projet vivent le projet, comment il est perçu, et du coup on se fait challenger. Et je peux vous dire que c'est sans concession. On était en advice process lundi, on a eu le retour de cette photo, elle nous permet de progresser. Donc à un moment, ça veut dire que oui, on arrive, on fait ce qu'on aime, etc. Le danger, quand on fait ce qu'on aime, c'est d'oublier un peu l'esprit de responsabilité. Donc, l'idée, c'est déjà de développer son propre sens de responsabilité. Et puis derrière, c'est de se mettre des garde-fous, et c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà, merci. Si vous avez des questions. Ce qui me touche beaucoup, c'est le jeu. Et j'aimerais savoir, toi, comment tu le vis? Parce que tu es rentré à Decathlon, tu dis, à 19 ans, ça n'existe pas. Et maintenant, ça existe. Et comment tu le vis, ça, pour toi? Alors, comment je vis le truc le danger, ce serait d'arriver justement de dire jeu un peu trop fort. Parce que finalement, si j'avais juste dit jeu, je pense que ce serait resté sans doute à l'échelle d'un projet où ce serait un des nombreux projets qui serait arrêté.
aujourd'hui, je dis nous, alors c'est une vraie fierté, mais je dis nous, mais déjà ça me fait super plaisir parce qu'il y a une partie de l'équipe qui est là. Il y a Charles, qui a été le premier à me rejoindre sur le projet, il y a Marc, il y a Jérémy, il y a Cédric, il y a Romain. Donc c'est pas des gens qui sont forcément. Alors il y a des gens qui bossent à 100% sur le projet, il y a Axel, qui était sur le projet. Mais c'est aussi des joueurs de hockey qui viennent parfois ponctuellement nous aider. Et la réussite, elle peut être que collective. À un moment, et c'est aussi une des forces de ce sport, c'est que la star au hockey ne peut pas exister. Le plus grand joueur de tous les temps, Wayne Gretzky, à un moment, s'il n'avait pas eu Marc Messier et Nepal, Pierre Curie autour de lui, des joueurs qui lui sortaient pas l'aide, il n'aurait pas pu être ce qu'il était. Et d'ailleurs, c'est souvent la manière dont il présente, c'est qu'il est donné comme une référence et qu'il donne à un moment, sans les équipes avec lesquelles j'ai joué. Et donc, à un moment, oui, bien jeu. Par contre, il faut juste bien manager son ego, parce qu'après, c'est facile d'être grisé, c'est facile de. Et puis, je veux pas tomber dans ce syndrome-là. D'ailleurs, je vais vous partager juste pour conclure une petite phrase qui me tient vraiment à cœur. Alors, c'est Alain Chartier, un philosophe, sociologue, etc. Je vais la lire, hein, parce que comme ça, le trait le plus visible dans l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres et de se gouverner seulement lui-même. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront. Pour moi, cette phrase, elle est la genèse, une des genèses de notre projet. C'est-à-dire que dans l'approche qu'on a, c'est qu'à un moment, on est tous des leaders. Charles, il est leader de la conception. Marc, il est leader du design, etc. Mais à un moment, déjà, soyons nos propres patrons avant de chercher à être les patrons des autres. Et donc, c'est pour ça que je préfère souvent dire nous plutôt que je. Alors, j'ai des convictions profondes, etc. Mais à un moment, le je, il ne se réalise qu'à travers le nous. Et dans la capacité qu'on a à donner autour de nous aux gens de pouvoir se développer, de développer leur talent, de développer leur singularité. Et les équipes les plus performantes, on sait, c'est juste une somme de profils différents, complémentaires, etc. J'ai adhéré parce qu'une des premières questions sur un des premiers advice process que j'ai eu, on a regardé comme ça, alors je ne dirais pas qui c'est, vraiment énormément aimé la question, c'est est-ce que tu as les meilleurs avec toi? Et là, le pire, c'est que j'ai commencé à poser la question. Le Charles, par exemple, bien sûr que j'ai les meilleurs. Véritablement, intrinsèquement, si on prend l'individu et qu'on compare à d'autres par rapport à des compétences, est-ce que c'est le meilleur? J'en sais rien. Dans le cadre de ce projet, dans l'assemblage, dans le melting pot qui représente cette équipe, bien sûr que c'est les meilleurs. Parce que cette équipe, elle se construit de cette manière-là. Et vraiment, ça c'est un truc, d'ailleurs, quand j'ai fait la réponse à la personne concernée, elle me dit, tiens, ça c'est une réponse qu'il faudrait que je prenne pour quand je parle de ma propre équipe. J'ai juste une petite question en live de Salange, qui vient de Salange. Donc, quelqu'un qui demande, tu parles de warning sur la responsabilité dans votre advice process. Quels sont les points d'attention que l'on vous a remontés, par exemple? Alors, il faut que je rappelle la question, c'est ça? En ligne entendre? Non, comme ça va aller mal. Donc, les points qui sont remontés, grosso modo, sur la responsabilité, c'était plutôt pas mal. Après, c'est de trouver le juste milieu entre le coach qui le chef d'orchestre. Donc, par moment, moi, volontairement, sur certains sujets,
je laisse les décider. C'est le bon moment où je suis avec l'équipe sans les contraindre, avec chacun. Ça, c'est juste de l'ajustement. Après, sur l'esprit de responsabilité, on n'a pas beaucoup de choses qui sont remontées, on n'est pas parti avril, etc. Non, au contraire, c'est que ce qui est remonté, c'est que ce principe d'autogouvernance, sur en tout cas les compétences de chacun. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a quand même quelqu'un qui, à un moment donné, sera capable de siffler la fin de la récré. Je veux dire, si on compare encore à chaque fois, moi je ramène ça à un match, parfois, votre équipe, tout le talent qu'elle peut avoir, vous la voyez un peu partir dans la mauvaise direction, etc. À un moment, il faut que le coach soit capable de claquer la porte du vestiaire, de faire en sorte que les choses soient dites. Voilà. Merci beaucoup.